Top 10 all time. Les first pick. La Top draft. 10 all time. Un top 10 de circonstances. Étant donné la fin de semaine, Oui. la semaine prochaine, tout ça. On va pouvoir se faire plaisir en vous faisant la bise. Pénard, vous le connaissez, c'est le classique du lundi. The best day. Meilleur of the week. jour de la semaine, Exactement. tout à fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Alex était récemment à la télévision. Vous avez fait beaucoup Voilà. de dommages. J'en profite pour vous souhaiter à tous un bon appétit. Cauchemar en cuisine avec Alex. Oh la vache. Tu nous caches des choses, petit pépère. Eh oui, c'est dur la double vie. Bon, ça fait rire des gens, c'est bien déjà. C'est bien, exactement. C'est la notoriété, tout ça. On s'installe donc peinard, comme d'habitude, vous le savez. Les gens qui déjeunent, boum. Voilà, La team trône, la team kebab, casse-la. la team pizza, Quinoa, pamplemousse. la team pâte avec plein de fromage. Croustibat, qui peut te Ouais. battre? Je vais faire que des trucs légers aujourd'hui. Workout, déménagement. La team entrecôte frites, Bien sûr. voilà. Euh, Tout ça quoi. tout ça, quoi. Évidemment. La on team fait la mafé, bise. la team salade crevette, tout ça. Ils sont all around the world, on vous fait la Voilà. bise. Bien démarrer la semaine, c'est soit avec un plan A3, comme on le dit souvent dans le quartier rouge, ou bien avec un top 10 all-time. Et donc, on va s'occuper aujourd'hui des premiers choix draft. Car oui, bientôt la draft arrive et il va y avoir un premier choix. Je me demande vraiment qui ça va être en 2019. On se demande. On se pose des questions, Ouais. on se tape des barres Il y a des spéculations en et on cours. se frotte le ventre en Il y a Louisiane. des hypothèses. Exactement. Mais alors, très important, parce qu'on en voit certains là qui débarquent et qui font c'est lol, LeBron, évidemment. le meilleur premier choix de on vous imite bien quand même, moi je trouve. Ouais. Non, c'est pas ça le concept. On va vous l'expliquer en détail et ça va être très important pour comprendre le classement qu'on va faire. Si on était parti uniquement sur le niveau des meilleurs premiers choix de draft de l'histoire, on se serait fait un peu chier. On aurait repris des classements qu'on a pu C'est faire par un le passé. classement de joueurs quoi, c'est Et moins voilà, drôle. on aurait fait les meilleurs. Sauf que non. Non. Là, on va prendre le point de vue du management. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu des premiers choix draft, donc des vraies sélections réalisées par des franchises qui étaient au top de leur QV. Et quand ils ont pris un joueur, sur l'histoire, on voit à quel point il y a eu un impact déterminant de ce joueur sur la franchise. Voilà, exactement. Exemple, Andrew Wiggins par exemple. Alors, toi, tu veux Non, c'est taper pas ça dans... que Si, tu veux Ouais. taper dans le vif, ça peut être Non, ça. mais Tous les concrè- critères. Plus concrètement, ce que veut dire Bastien, c'est si tu choisis un mec en 1, quel est le mec qui a le plus fait kiffer sa franchise? C'est la franchise qui l'a choisi en 1, les fans, le management, les coachs, le mec qui a le plus fait changer peut-être l'image de la franchise. Le mec aussi qui a fait les meilleurs stats, C'est donc ça. les stats rentrent en compte. Stats en Le compte, palmarès, collectif, niveau du joueur, le bien côté sûr. iconique, plein de choses quoi. Tout ça, puisqu'on va avoir Il y a des vraiment mecs de qui ont légendes mis du des jeu. franchises sur la carte. C'est ça. Après, il y a évidemment d'autres joueurs qui ont été très bons et qui n'étaient pas numéro 1 de draft. Exemple, Là, Michael non, Jordan. il faut être first pick. Mais là, il faut être vraiment Voilà. first pick. Et donc, c'est comme si Non, mais vous Steph rameniez... Curry, ça marche pas quoi. Exactement, Tu vois, voilà. Dirk Nowitzki. Si vous vous ramenez dans une franchise en particulier et que vous leur dites quelle a été la meilleure décision de draft de l'histoire en tant que numéro 1, ils vont vous sortir ça parce que ça a eu un impact. Donc, évidemment, si un joueur qui a été drafté en 1 mais qu'il part au bout de 3 ans et qu'il ne revient pas, il y a de fortes chances pour que ce soit une Ou si mention un joueur qui a honorable. été drafté en 1, mais qui est arrivé dans une équipe déjà forte, Eh oui. ou pas trop mauvaise, et puis il a été bon, tu vois, mais voilà, bah ça rentre pas dans le top 10. Exactement. Donc maintenant que vous avez tout bien capté et que vous avez mis votre cerveau en marche pour bien démarrer la semaine, on va pouvoir commencer avec les mentions honorables. Voilà. On sort pas encore les tablettes, là on balance quelques petits noms de joueurs sélectionnés en premier choix de draft qui ont eu quand même un impact. Oh, monsieur Kyrie Irving. Grave, Oh, bien sûr. le shoot à Golden State, des premières années exceptionnelles à Cleveland. Ouais, des premières années exceptionnelles, mais sans rien Sans collectivement. résultat collectif. Il y a LeBron qui revient, et l'autre il se met en lieutenant et il fait le taf, Tout à fait, un joueur dont on parlera peut-être dans la suite de ce top 10. par exemple. Monsieur LeBron. Mais oui, Kyrie Irving quand même, avant de bouger à Bien Boston. sûr. Il y a quelques années, il y a du All-Star, il y a du MVP All-Star, il y a du Team USA, il y a les finales NBA, il y a le Ah shoot. non, Enfin, bah, bien sûr. c'est un gros premier choix de Bien draft dans sûr. l'histoire de la NBA. Bien sûr. Derrick Rose. Derrick Rose, merci monsieur. Parce que post-Jordan, les Bulls, si t'enlèves Derrick Rose, c'est la grosse dèche. Hein. C'est-à-dire qu'Eddie Curry... C'est la grosse dèche. Hein. Ouais. Donc là, Derrick Rose, bon, j'allais dire rip, mais c'est pas sympa. Pourquoi mais tu vois malheur, le doigt. malheur à lui. T'as pas le droit d'embrasser le doigt. Malheur à lui. Non mais c'est rip les genoux. Mais malheur à lui, il n'a pas eu la carrière dans sa globalité qu'il aurait aimé. Mais oui. N'empêche que le pépère, MVP le plus jeune de l'histoire, MVP le plus jeune de l'histoire, l'impact sur les Bulls. le emmène début les de la- Bulls jusqu'en finale de conf en Bien 2011, sûr. si je dis pas de conneries. Tout à fait, face au Heat. Et si les dieux de la santé avaient été là, et surtout que le parquet n'avait pas été glissant à côté de Spencer Rose, peut-être qu'on aurait eu
un mec qui rentre dans le top 10 parce qu'il aurait peut-être eu un impact de ouf sur la durée. Peut-être qu'il serait encore en train de dominer en fait. C'est ça, et puis on le voit niveau marketing, niveau tout, je veux dire, Derrick, il est... Quand tu voyais les 5 premières années de Derrick avec les Bulls, tu disais, domination, spectacle, qualité athlétique, mec, marketing, franchise mythique que tu redresses. Bien sûr. Tu vois, genre... clairement. Voilà. Quand on a fait récemment le 5 majeur de l'histoire des Clippers, on s'est dit, est-ce que Blake Griffin est le meilleur joueur ou pas de l'histoire des Clippers ? Blake Griffin qui a été drafté ? Quoi ? Il n'a pas drafté numéro 1, Blake Griffin ? Bah si. Voilà. Ouais. Oui, c'est pour ça que je continue dans les mentions. Pardon. Bah, excuse-moi. Transition. Blake Griffin, tout à fait. Blake Griffin, tout à fait. Numéro 1 de draft. Lob City. Lob City, les Thomas, la saison rookie, All-Star, des performances incroyables. Alors maintenant on le voit à Détroit, mais Blake Griffin, quand on fait un 5 majeur all-time des Clippers, il est dedans. C'est un très grand choix de draft dans l'histoire des Clippers. Ouais, carrément. En mention, j'ai Bob Lanier. On va changer d'époque un peu. Évidemment. Bob Lanier, c'est le first pick des Pistons en 70. Il y restera quasi 10 saisons, un peu plus de 9 saisons, il sera tradé en cours de saison, en cours de sa 10e saison. Bien sûr. Mine de rien, c'est un garçon en 23-12. Ouais, bien sûr. C'est un garçon en 23-12 en genre 600 ou 700 matchs de saison régulière chez les Pistons. Bien sûr, et dans la même lignée, monsieur. Bon, alors il n'y a pas de palmarès, quoi. Non, bien sûr. C'est ça qui est chaud. Et dans la même lignée, monsieur Elvin Hayes. Pardon, madame, monsieur. Bonjour. Alors, je m'appelle Elvin, donc en fait, je vais être meilleur scoreur de la ligue pour ma saison rookie déjà. C'est ça, et puis vous San Diego Rockets, à l'époque. Les Rockets, mais San Diego. Et vous irez voir le top 10. 68. Vous irez voir le top 10 all-time qu'on a fait récemment sur les joueurs sous-estimés. On en a parlé de monsieur Elvin Hayes, forcément, parce que quand t'as plus de 15 000 rebonds et 25 000 points, il y a un moment où tu peux peut-être être un bon premier choix de draft dans l'histoire de ta franchise. David Thompson. Wow. David Thompson, tout à fait. David Thompson, grave. Au-delà d'être un pur dunker, on est quand même sur une figure légendaire des années 70. Premier choix de draft, David Thompson. Il y a quand même Michael Jordan dans son discours au Hall of Fame. Il a quand même dit, le mec qui m'a inspiré, c'est David Thompson. Hey, c'est pas Julius Erving qui l'accompagne à Springfield. Hein. Non mais attends. C'est David fucking Thompson. Il y a Michael Jordan qui fait son discours d'intronisation au Hall of Fame et le mec il dit, bah ouais, c'est toi qui m'as inspiré. Ça. Tu peux m'accompagner ? Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux être mon mentor. Enfin, pas mon mentor, mais mon accompagnant au Hall of Fame. Le papa qui m'amène à l'hôtel. C'est énorme. Tout à fait. James Worthy. Évidemment. James Worthy, numéro 1 de draft en 82. Rentre pas dans le top 10 parce que très belle carrière. Mais il y a des monstres au-dessus en fait. Mais il y a trop du monstre au-dessus. Je voulais le citer parce que l'anecdote est quand même sympathique. Bah oui. Parce qu'il est numéro 1 de draft en 82. Donc nos amis historiens de la NBA n'auront pas oublié de noter qu'en 82, les Lakers sont champions. Et donc ils sont champions. 2 semaines plus tard, ils draftent en 1 les mecs. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, deux raisons à cela. La première, c'est qu'ils avaient fait un trade avec les Cavs 3 ans plus tôt, en 79. Un trade autour d'un joueur qui s'appelle Don Ford. Vous irez voir, franchement, c'est pas un monstre. Et surtout, à l'époque, on n'était pas encore dans le système de loterie. Donc on était encore, si je dis pas de conneries, dans le système de coin flip. Bien sûr. Entre les 2 pires bilans de la ligue. Ouais. Ce qui était le cas des Cavs. Mais du coup, les Cavs, ils ont gagné le coin flip. Et ils ont filé le choix numéro 1. Oui, bonjour, c'est le docteur Jerry Buss. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est qui lui à North Carolina? On va prendre James Worthy qui va faire une carrière de Hall of Famer aux Lakers. T'as déjà Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. T'as Paul Westhead encore à l'époque, c'est pas encore Riley. Je crois pas que ce soit déjà Riley, peut-être c'est Riley qui vient de prendre la main. Bah, bref, t'as du gros coach et tout. Tu viens d'être champion et tu draftes en 1. Bon, après, James Worthy, c'est vrai qu'il y a pas mal de saisons. Là, il a fait 12 ou 13 saisons aux Lakers. Il y a pas mal de saisons, 20 points, 6 rebonds, 3 passes. Excellent joueur, Big Game James, MVP des finales 88. Monstrueux au Game 7 et tout, mais ça rentre pas dans le top 10. Ça rentre pas dans le top 10 parce qu'il y a vraiment des Stremont au-dessus. Dans les autres petits joueurs qu'on peut mentionner, on a quand même monsieur John Wall à Washington, quand on va monter dans la hiérarchie, même si aujourd'hui, au moment où on tourne, John Wall c'est un peu compliqué comme dossier, il n'empêche que dans l'histoire des Wizards, l'ami Jean Mur il est très important. Anthony Davis dans l'histoire des Pélicans. Quand même, Chris Webber, alors lui c'est drafté par le Magic, échangé tout de suite contre Penny, va aux Warriors et tout, mais Warriors, il aura quand même été rookie. Oui, c'est un joli premier choix de draft. Sinon il y a quand même un garçon dans les mentions. Comment ? Eric Coleman, ouais, Kenyon Martin aussi. Larry Johnson. Non, je déconne. Non, Larry Johnson à la limite c'est pour les Hornets, c'est pas rien cette affaire. Eric Coleman. Regarde ce qu'on a fait dans le 5 major all-time. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais Yao Ming, par contre. Tout à fait, Yao Ming, premier choix de draft en 2002. Les Rockets qui le prennent.
Alors ça rentre pas dans le top 10 parce qu'on a toujours cette petite frustration. On a le sentiment qu'Yao Ming sans les blessures aurait pu tellement dominer. Bien sûr. Et puis juste si James Harden fait pas le top 10, Yao Ming ne le fait pas. Enfin... Voilà. Et puis tu peux pas dire Yao Ming a révolutionné les Rockets. Je pense qu'il y a un autre numéro 1 de draft des Rockets dont on va parler à un moment donné peut-être dans ce top 10. Je pense pas. Enfin je veux dire voilà. Donc non, compliqué de faire rentrer, mais choix de draft très important pour le côté culturel, le côté chinois, nouveau marché. Bien sûr. Ouverture des frontières. Non-américain, premier choix de draft, il n'y en a pas non plus 10 000. Enfin voilà. Yao, je veux dire, à partir du moment où tu es Hall of Famer dans ta franchise et que tu as été capable de faire des saisons absolument dingues, Yao il est dedans. Il est 12-13e, je vais dire, du classement à peu près. Ouais, il est là, ça, il est dans le top 15. Il gratte la porte, l'ami Yao. Moi j'avais noté évidemment aussi du Walt Bellamy, qui nous a fait un bout de carrière forcément bien sympathique. Vous irez vous renseigner comme des petits curieux. Moi je suis bon. Ouais, moi aussi. On va pouvoir attaquer le choix 10. Après, il y aura peut-être par la suite, parce que ça, on en parlera peut-être en fin d'émission, mais on verra ce qui va se passer avec les Ben Simmons, Karl Anthony Towns, Zion Williamson probablement, etc., voir si ces gars-là peuvent, au fur et à mesure, tenir. Est-ce que ça va rester dans ces franchises? Ben Est-ce que ça va... Voilà, tu parlais d'Andrew Wiggins. On n'a pas parlé d'Andrew Bogut, on n'a pas parlé de... Tony Bennett. Certains gars, Andrea Bargnani, Greg Oden. Kwame Brown. Allez, Michael Olowokandi. Ouais. On va prendre les tablettes sur. Allez, tablettes. C'est l'heure de sortir les tablettes. Numéro et donc, 10. On rappelle le concept. On est donc sur les meilleurs premiers choix de draft de l'histoire. On fait péter les gros blazes. Attention, là, il n'y a que du Stremont. Allez, la petite wildcard. Numéro 10. Monsieur Pat Ewing pour moi. Ah, il est un peu plus haut. J'ai mis Monsieur Oscar Robertson. C'est ma wildcard. Très bien. J'aurais pu. Il discute avec les 2-3 que j'ai au-dessus, il cause. Ah ouais. Mais je l'ai mis en wildcard parce que j'adore le grand Pat. Le grand Pat, moi, ça j'adore à fond. Et puis, il est là parce que ce qu'il représente au niveau des Knicks, c'est complètement dingue. Il est pas plus haut parce que putain. Il y a tellement pas de palmarès en fait quoi. Bon, c'est un truc de fou. Okay, il y a pas de palmarès quoi. Je suis désolé. Un mec aussi fort, il est pas MVP, il a pas de titre, il a pas été défenseur de l'année, il a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, à un moment donné, genre, il a gagné quoi, Pat Ewing quoi. J'arrive. Il a été champion universitaire. Et un peu plus haut. Et il a été champion olympique. Il a Dream Team 92. Tu vois, il a des choses. Je te le broderai en détail. Voilà, exactement. Mais oui, évidemment qu'il est dans ce top 10. Déjà, c'est le premier first pick avec la loterie. L'enveloppe, elle est chaude ou elle est froide? Elle est froide, l'enveloppe. Adam Silver, David Stern, son papa, l'a bien chopé. Les Knicks chopent le first pick. Les Knicks prennent Pat Ewing de Georgetown University. Et effectivement, il va être le patron des Knicks pendant 12 ans, 14 ans. Il va être le symbole de cette défense mise en place par Pat Riley dans les années 90 pendant 3-4 années. Il va pas passer loin du titre. En 94, Game 7, en 99, il est blessé pour les finales, il a pas de peau, Pat. Mais voilà, c'est ma wildcard parce que j'estime que c'est une grande époque des Knicks, c'est une époque qu'on regrette, on regrette tous ces Knicks qui sentent le sang, l'acier, là, on les regrette tous. Mais putain... Foutez-moi MVP à Patoche ou au moins un défenseur de l'année, un truc comme ça. Et là, je te le mets plus haut. Là, il me manque des petites choses. Voilà. Et je te les compléterai puisqu'il est un petit peu plus haut dans le classement. J'ai mis Oscar Robertson. Je l'ai pas mis, moi. Non, dans mon top 10. Bon. Parce qu'il y a un bout. Alors, pas mal de gens l'associent, certes, aux Milwaukee Bucks parce qu'il va faire un duo avec Kareem Abdul-Jabbar. Mais attends, il fait 17 il y a un saisons moment il fait avec les. Tout à fait. Avec les Cincinnati Kings. Avec les Kings, il est là. Avec juste des statistiques absolument dingues. Saison de rookie de Oscar Robertson, c'est comment? On est en 30-10. 30-10. Et en fait, l'impact est tel parce que souvent, et c'est ça que moi je veux dire tout de suite dès la 10e place, c'est que souvent, oui, on regarde le palmarès et on se dit, il y a des mecs, forcément, peut-être qu'ils auraient pu avoir plus de bagues. Et évidemment, dans le haut du top 10, il y aura des joueurs qui ont eu un peu plus de bagues. Non, mais dans le contexte de la franchise dans laquelle il est resté. Ouais. Mais après, quand tu arrives dans une franchise qui n'a pas vraiment d'historique et que tu arrives à les mener quand même assez loin quand tu peux en play-off, même sans avoir forcément la bague, mais juste d'avoir fait des demi-finales de conférence, des finales de conférence, d'avoir été quand même aussi proche d'être MVP,
accompli, de faire des choses qu'on n'a jamais vues avant, genre des saisons en triple-double de bien moyenne. sûr, non, mais je ne conteste Ça, pas là-dessus, l'impact historique de Oscar Robertson. Hein. Disons que si on est habitant à Cincinnati et qu'on se dit mais attends, mais dans les meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, il y a un Oscar qui est en discussion dans les top 5 et que nous on l'a eu pendant 10 ans, putain, c'était un bon choix. C'est un territorial pick, lui, il y avait encore. Je crois que c'est un territorial pick, parce que lui, c'est la draft quoi, 59, 60 ? Ouais, un truc comme ça. ça oui. Je pense que c'est un territorial pick. Après, malheureusement, il arrive dans une génération où il y a du Bill Russell, il y a du Will Chamberlain, il y a du Elgin Baylor, il y a des gars comme ça, et donc ça va être un peu compliqué pour Oscar. West, Bill Russell. Mais bon, prenez un petit peu son impact à Cincinnati, et notamment au-delà de ses statistiques, hein, parce que souvent on se dit oui, alors ces 5 points saison, elles sont en triple de moyenne, très bien, mais en fait, prenons Cincinnati avant, regardons depuis qu'Oscar est là, et on se rend compte qu'en fait, en termes de choix, bah, c'était pas mal. Place numéro 10, Oscar. On passe en 9. Ta-ta-ta. En place numéro 9, moi je reste sur les lignes arrière. Et je vais mettre... Ah, le Iverson. Ok, Iverson cool. aussi. Pareil, Monsieur AI, il y a quand même il est bien, là. bien sûr. Il est bien en 9 là. Draft 96, premier choix de draft d'une magnifique cuvée, hein, vous irez la voir, on a beaucoup écrit dessus notamment. Une des plus grosses cuvées de l'histoire. Kobe, Steve Nash, Peja Stojakovic, Ray Allen, Stephen Marbury, Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal. Ah non. Des grands pue la rue en joueurs. Tout à fait. Ça pue la street. Et bon, déjà il y a MVP 2001. Bah MVP déjà, voilà, donc mec, ça. Lui il est arrivé dans une franchise qui avait déjà une belle histoire avant lui. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce qu'on peut pas dire que Allen Iverson a fait des Sixers un truc qu'ils avaient jamais été avant, c'est pas vrai, au contraire même, j'ai envie de dire, il a pas fait aussi bien, pas loin, hein, mais il a pas fait aussi bien que certains de ses aînés, hein, notamment la génération des Irving, Moses Malone, enfin tu vois, les champions de 83. Voilà, bref, et puis finaliste de 77, tout ça, enfin, les Sixers n'ont pas attendu Iverson pour exister en termes de basket. Puis quand même, Barclay, quand même, c'était déjà bien aussi. Barclay, grave. Bref, non, carrément. Mo Cheeks, tout ça, machin. Mais par contre, il a ce côté où il a clairement remis les Sixers sur la carte. Puis il est iconique, quoi. Il est iconique, c'est-à-dire que grâce à ça, les Sixers ont dans leur histoire un joueur extrêmement iconique, un joueur culturel, un joueur générationnel. Ouais. Je veux dire, il y a plein de gens, ils vont dire oui, il est surcoté Iverson et tout. Il y en a d'autres, ils vont dire non mais arrêtez Iverson, genre c'est le meilleur, enfin genre il regarde Kobe dans les yeux, tu vois, pour certains. Et je peux comprendre. Comme ils disent, bien sûr, c'est pound for pound, un des meilleurs scores de l'histoire du basket. Quand tu regardes juste, t'enlèves les dimensions, taille, poids et tout. Tu fais une photo des Sixers, comme tu l'as dit, c'est peut-être le meilleur même dans ce cas-là, hein, si on fait. Tout à fait. Si tu fais petit et pas gros. Si tu fais une photo des Sixers, qui, comme tu l'as dit, est une grande franchise avec une belle histoire, etc., c'est impossible de ne pas avoir Iverson au premier ou max au deuxième rang. Premier rang. Je veux dire, il est premier rang. Culturellement, Iverson, il marche demain dans Philadelphie, les gens s'agenouillent. C'est sûr. C'est une légende. Et rien que pour ça, c'est-à-dire que t'es numéro 1 de draft, tu te fais drafter dans une franchise qui a déjà un gros passif, qui a beaucoup de choses pour elle et tout. Tu arrives dans une période creuse de cette franchise, hein, parce que les Sixers dans les années 90, c'est pas non plus la fête. À part Jay Stackhouse, il n'y a pas grand-chose. Ah, on est d'accord. Et toi, tu les prends et bon, tu les ramènes au sommet. Bon, alors, t'as pas le titre. Non. Parce que tu tombes sur des Lakers injouables. Mais t'es MVP. En 2001, tu fais un Game 1 de finale que personne n'oubliera jamais. Bien sûr. Puis il y a des performances absolument dingues. Le crossover, le double cross sur les 50 points en playoff. Enfin bref, voilà, non. Tyronn Lue qui se fait baptiser aussi. Il y a des matchs à 10 interceptions, des matchs à 50, plus de 50 points. Il y a un côté intemporel avec Iverson. Iverson égale les Sixers, quoi. Et donc, c'est un bon choix de la part de Philadelphie. Oui. Après, ça a pu mener à d'autres soucis aussi, on le sait, hein, parce que parfois ils regrettent, ils se disent putain, quand même, les embrouilles avec Larry Brown. Pardon, c'était compliqué, mais... Ils auraient pris Kobe, qui était de Philly aussi, ça aurait peut-être été une autre histoire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais Iverson est dans ce top 10, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. On passe en place numéro 8. Le gros Shaq. Elgin Baylor. Moi, le Shaq ne peut pas être dans mon top 10. Oh putain. Non. Bah, Orlando, il se bouffe encore les doigts. Ouais, d'accord. Bah oui. Il se bouffe les doigts. Quoi, il regrette d'avoir pris Shaq ? Moi, à mon avis, il regrette plus de ne pas lui avoir filé le max quand il fallait lui filer le max. Mais à mon avis, Oui, mais je là, pense pas que tu vas trouver des trucs. Oui, mais c'est pas. Est-ce que c'est un des meilleurs choix de l'histoire d'Orlando ouais. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce qu'il y a eu derrière.
T'en sais rien en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors je le mets Je veux que dire, 8. Toute sa carrière, on l'a Mais que 8 parce qu'il restait 4 ans. Et qu'au bout de son contrat rookie, il y a des histoires de contrat encore assez nébuleuses, d'ailleurs pas hyper claires. Et voilà, il y a Penny Hardaway, et visiblement le management du Magic n'est pas non plus si motivé que ça pour lui foutre le max direct. Bon, Shaq, il doit être casse-couille à gérer aussi, attention, je dis pas le contraire. En attendant, c'est une franchise, ils ont été créés en 88 ou 89, je sais même plus, par là quoi. Je crois qu'on en a parlé dans une petite TBNL il y a pas longtemps. 3 ans plus tard, tu drafts ce mec-là, boum, t'es sur la carte directe. T'as une des équipes avec le jeu le plus excitant de la ligue, quoi, quasiment, quoi, boum, tout de suite, quoi. Et ça s'arrête. C'est un des pivots les plus incroyables qui ait jamais foulé les parquets NBA. Donc, avoir drafté ce mec-là, l'avoir eu pendant 4 ans, il t'emmène en finale. Ah putain, il t'emmène en finale. Alors ouais, ça se passe mal. Ça se passe mal et comme tout. Allen Iverson. Ah bah moi je le trouve, je le mets au-dessus. Tu vois, je le mets juste au-dessus. Même avec seulement 4 ans. Ouais. Putain. Ouais. C'est le Shaq, quoi. Oui, mais il y a que 4 ans Orlando, quoi. Bah ouais, mais sans lui, Orlando, il y aurait quoi à retenir, quoi. Il y aurait quoi à retenir. Ils auraient peut-être, je sais pas, un autre pic. Attends, peut-être qu'ils auraient pris un autre joueur et que ça aurait fait autre chose. L'année suivante, et je sais pas quoi. Ouais, oui, il y a quoi dans cette draft-là? C'est pas la draft d'Alonzo Mourning? Si, Alonzo Mourning. Voilà, bon, ok. Mais voilà, ils ont pris Shaq, ils ont pris ce joueur ultra dominant, il est pas resté, ça s'est pas bien passé, mais putain, il les a tellement mis sur la carte, quoi. C'est tellement violent comment il les met. Il les prend tout de suite, day one, bah, Bonjour, on est le Magic, on est en NBA en fait, les gars. Vous avez vu notre pivot? Tu vois? Donc pour moi, ça c'est top 10. Bam. Les stats sont folles. Il est lourd, quoi. Shaq, il est All-Star tout de suite, je pense. Je sais plus, j'ai dû noter. Oui, si, il y est. All-Star tout de suite, voilà, j'ai noté là. Voilà. Bon, bah, c'est. Au Magic, c'est du 28, 12,5, 3 passes, presque 3 comptes, quoi. Orlando est sur la carte, quoi. Il est hors norme. Ouais, il serait resté 2 années de plus, je l'aurais fait craquer dans le top 10, mais putain, ça me fait chier parce qu'il y a. Je peux comprendre, je peux comprendre, mais finale. Moi, j'estime. En plus, quelle finale. Comment n'empêche, tu vas quand même en finale. Bah, déjà pas mal. Bah, j'arrive. Bah, tu vas quand même en finale. Bien sûr, bah, j'arrive. Elgin. Bah, c'est ça qui me fait chier, voilà, c'est que souvent on dit Elgin, c'est la loose, etc. Mais n'empêche que. C'est comme la loose, c'est la poisse. Oui, c'est la poisse, mais n'empêche que si aujourd'hui on est là notamment à dire que certains vont de manière répétée en finale et se font sortir et qu'on en fait une éloge parce qu'il a quand même emmené une franchise, un certain joueur. On parle pas assez d'Elgin Baylor. On ne parle pas assez d'Elgin Baylor, et donc un joueur qui a fait toute sa carrière dans une seule franchise, avec les Lakers, qui a révolutionné son poste, notamment à l'aile, où on a appris à jouer beaucoup plus dans les airs, on en a parlé, notamment d'Elgin Baylor dans les joueurs sous-estimés, et dans d'autres top 10 all-time aussi. Si tu fais toute ta carrière dans cette franchise, que tu es considéré comme un des meilleurs ailiers de l'histoire, que tu as fait des saisons... Enfin, le nombre de records qui reste encore, le plus grand nombre de points dans une finale NBA, c'est lui, 61 points. Ouais, mais il révolutionne pas les Lakers quand il arrive. Non, mais 2-3 saisons pour Ave, quoi, avec Elgin Baylor. Il fait ses stats dans une équipe. Oui, mais je trouve ça trop dommage qu'on soit là en train de dire. Oui, mais dans le contexte du first pick de draft. Mais oui, mais Alex, si aujourd'hui on était dans une franchise qui était assez bonne, genre je prends n'importe qui, Milwaukee ou ne sais-je, qui faisait là par exemple. Non, on va prendre un récent Miami. On prend une franchise comme Miami. Et il y a un mec qui arrive, qui est drafté en numéro 1 et qui les emmène 7 fois en finale en 12 ans. Mais évidemment qu'on va se mettre à plat ventre. On va aussi dire, il y a la poisse parce qu'il les a jamais emmenés jusqu'au titre, mais 7 fois... il est pas tout seul, hein. Tout à fait. fait. Jerry West, Will Chamberlain. Bien sûr. Mais c'est juste que avant qu'il y ait notamment Will Chamberlain qui arrive, ça va tu les emmènes quand même, hein. Ça met un peu de temps à se mettre à gagner. Bien sûr, mais je dis juste, je trouve ça... Ouais, je comprends. Je trouve ça juste d'arbre de dire en fait, là il les emmène en finale NBA, lui il les emmène 7 fois et on peut pas le considérer. C'est juste ça qui. Je dis pas que je le considère pas. Non, mais il y a des gens qui le considèrent pas et je trouve ça dommage parce que si les Lakers ont dit on va miser sur un mec qui va faire des saisons à 38 points, 18 rebonds, qui va essayer de nous permettre d'être dans cette rivalité avec les Boston Celtics, t'es obligé de mentionner Elgin Baylor, quoi. Et je trouve ça chiant qu'à chaque fois on doive parler forcément des défaites en finale parce qu'il y a plein de mecs qui perdent en finale, mais ils emmènent quand même leur équipe jusqu'à la dernière série, quoi. Et Elgin Baylor, bah tu fais les Lakers aujourd'hui, c'est quoi? Si tu fais un gratin là, un dîner avec les meilleurs Lakers de l'histoire, qui est quand même une des 3 franchises les plus mythiques de tous les temps, bah à la table t'as quoi? Il y a Kobe, il y a Jerry West, il y a Karim, il y a Wilt RIP et il y a Elgin Baylor. Tu peux en mettre d'autres, Shaq, si vous voulez. Magic, oui. Non, mais tu vois, il y en a plein. Mais Elgin est à table. Ah oui, il est là. Et donc, si dans une franchise aussi mythique... Il sert les plats. Arrête, n'importe quoi. Je rigole, là. Oh. Non, il est top 10. Je me demande si tu le mets devant ou derrière James Worthy dans tes mentions, tu vois. Non, mais il était pas loin de mon top 10, mais après, j'avais pas envie d'enlever Iverson ou Ewing, tu vois. Ou le Shaq. Pas envie. Non, le Shaq, non, j'enlève pas. Non. Très bien. Ce qu'il a fait au Magic, c'est... Voilà. Très bien. Eh bien, j'entends. On va passer en place numéro 7.
Place numéro 7. Qui tu as en 7? Faudrait que je nettoie ma plaque, moi. Un choix qui va peut-être faire débattre, mais je le mets. Bill Walton. Ouais. J'ai mis Pat Ewing. Alors, évidemment, tout de suite, oh là là, il est resté que 4 ans. Donc drafté par les Blazers en 74 ou un truc comme ça, attends, bouge pas. 74. Après un parcours, si vous pouvez vous renseigner si vous voulez sur le parcours à UCLA, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NCAA. Monstre. Voilà. Et sans les blessures, qui sait? Il y a eu des blessures. Il n'est resté que 4 ans aux Blazers, sauf que, dans l'histoire des Blazers, en fait, qui est une franchise tout à fait respectable, mais qui n'est pas une franchise aussi clinquante que, par exemple, on vient de parler des Lakers, où là, t'as mis Patrick Ewing sur ta plaquette, tu vois, c'est pas le même aura que les Knicks, les Lakers ou quoi. Dans l'histoire des Blazers, il y a un titre, en 77. Le pilier, le meilleur joueur, le tueur incontestable de cette équipe, c'est Bilou. C'est Bill Walton, quoi. Et alors ouais, il y a des blessures et tout machin, mais sinon moi je le mettais plus haut. De toute façon, je pense qu'il serait plus haut dans plein de classements all-time, parce que c'est un gars qui a fait du 19 points, 19 rebonds, je sais plus combien il y a de comptes par match là, il y a 4 comptes par match, je pense, en finale NBA ou un truc comme ça. Non, peut-être pas quand même. Si, il y a 5 passes et 4 comptes par match en finale NBA, et il donne, pas tout seul, hein, mais il offre, en étant le meilleur joueur de la série, un titre aux Blazers, quoi. Ouais, une franchise. C'est-à-dire que les mecs l'ont pris en choix numéro 1, et 3 ans plus tard, ils sont champions, le mec est MVP des finales. C'est un des plus gros. De toute façon, c'est une des plus grosses enquêtes, Bill Walton dans l'histoire de la NBA. Si lui n'avait pas eu de blessure, parce que souvent on est là, nous, génération récente, Brandon Roy, Penny Hardaway, Bill Derrick Walton, Rose. je peux vous dire que la poisse de Portland, elle commence pas à Brandon Roy. Je peux vous dire que imaginez il y a Bill Walton avant. Imaginez maintenant, draft 2016, donc ça veut dire des mecs de 3e année. Ouais. Ça veut dire, je les ai pas en tête. Imaginez Embiid. Il y a Giannis là. Ouais. Non, Giannis c'est d'avant quand même un petit peu. Bien sûr c'est d'avant, mais ouais, Embiid. Ouais. Tout à fait, wing it. Imagine Embiid, d'ailleurs il domine, il se blesse un peu. Il les emmène. Imagine Embiid, là, les Sixers, en fait, ils sont champions. Là, et il faut savoir que Philly, du coup, n'a pas le palmarès depuis, parce que évidemment, Portland n'avait pas. Portland, c'est leur seul titre. Bien sûr. Ils sont retournés en finale, mais ils n'ont pas eu d'autres titres. Bien sûr. Non, Bill Walton, clairement, c'est. Du coup, je l'ai mis, parce que même s'il y a 4 ans, putain, le mec, 3e année, putain, il est MVP des finales. L'Oregon champion. Rien que pour ça, il mérite. Donc je l'ai mis. Voilà. T'as mis Pat Ewing, toi? Alors moi j'ai mis Pat Ewing par rapport à ce que tu expliquais. Je l'ai mis un peu plus haut pour une raison assez simple, c'est que oui, là on l'a pas mal expliqué. Il n'y a malheureusement pas de MVP ou de bague. Mais bon, t'as emmené quand même les Knicks en finale NBA. T'en as fait quelque chose aussi. Et puis il y a pareil dans les franchises mythiques. Si on regarde New York. Donc on a le début des années 70 où on est là, on les voit, ils vont 2 fois gagner un titre quand même, donc c'est l'époque vraiment dorée, Wade Frazier, Wendell Garden, nanana. Mais l'autre ère dominante, c'est celle de Pat Ewing. C'est celle de Pat Ewing en fait. Et où il va faire vraiment une carrière longue, ça aussi ça compte pas mal pour moi dans mon classement. Il y a 15 saisons tout à fait, avec et en plus il y a des joueurs qui arrivent et qui... Il y a des joueurs qui arrivent et qui font leur stats, et il y a des joueurs qui changent l'identité du truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pat Ewing arrive, et au début ça galope avec Mark Jackson, et qu'ensuite ils ont Pat Riley, les deux pattes en fait. Évidemment, c'est Pat Riley qui va arriver et qui va utiliser ce premier choix de draft et faire genre gros. En fait, pour le moment t'es bien, t'es bon, t'es super bon, mais là on va te faire passer à un niveau de Dream Teamer, de pilier de la conférence Est terrifiant. On va te mettre des tueurs à gages autour de toi, Anthony Mason, Charles Oakley, John Starks. Que des tueurs, de Rivers même. Et je trouve qu'il y a un côté très marquant. Enfin, c'est Pat Ewing, je sais pas, moi je pense à lui quand je pense aux Knicks, tu vois. C'est ouf. Je pense à lui avant, perso, avant. Et c'est normal. Jordan, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas toi qui l'as dit, c'est Michael Jordan qui l'a dit. Les Knicks, c'est Pat Ewing et New York. Bien sûr. C'est pas. J'adore Willie Street, j'adore Walt Frazier, mais il y a un côté très lié à Pat Ewing. Et si dans la Mecca et au Madison Square Garden, notamment le joueur qui a le plus foutu le bordel, c'est un numéro 1 de choix de draft truqué en plus. Mais non, c'est pas truqué, c'est une légende ça. L'enveloppe, elle est réfrigérée, il y a marqué ici, prenez-la tout de suite maintenant, c'est pour les Knicks. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est influencé aussi par, c'est comme on le dit souvent, la médiatisation des choses, parce que les Knicks de 70 ou de 73, ça serait en ce moment là.
Avec le jeu qu'il pratiquait, avec les Hormone Roll, les Walt Frazier, les Willis Reed, qu'on sait pas s'il est blessé, le Madison qui lui fait une ovation de Godin, il rentre et tout, tu vois. Genre ça joue beaucoup aussi. Mais c'est vrai que Pat Ewing, mais Pat Ewing, de toute façon on l'a mis tous les deux. Et puis, et puis surtout, c'est ça qui m'a aussi fait pousser à le mettre un peu plus haut, c'est que putain. Il est dans une ère où il y a des pivots monstres choisis en premier choix de draft, et on va en parler 2-3 là, peut-être devant, parce qu'il y a des gars qui sont aussi pas tout mal, et souvent on l'oublie parce qu'il a ce côté avec John Stockton, Karl Malone et Charles Barkley à pas avoir remporté la bagouze. Mais on l'oublie plus que Barkley par exemple. Mais voilà, et ça me fait chier parce que c'est un premier choix de draft monstre quoi. Genre, je connais aucun fan des Knicks qui a dit genre ah non vraiment je regrette d'avoir pris Pat Ewing quoi. C'est l'emblème de notre franchise. Mais trouve-moi des fans du Magic qui disent oh non on a mal fait de prendre Shaq, tu vois. Non. Arrête, c'est le meilleur joueur de leur histoire. C'est le meilleur Magic. Et c'est Shaq. Bob, c'est qui? Dwight Howard? T'es pas resté assez longtemps. Aaron Gordon? T'es pas resté assez longtemps. Nicolas Vucevic et Vavan. T'es pas resté assez longtemps. Oui, ça je comprends l'argument. Et ça c'est important, et notamment vous allez voir que dans les places suivantes. Ah bah bien sûr, après ça va bégayer. Hein. Il y a des mecs qui adorent un certain numéro 23, vous allez comprendre. On passe en place numéro 6? Ouais, on passe en place numéro 6. Où est-ce que j'ai foutu mon stylo? Là. Monsieur Karim Abdul-Jabbar pour moi en 6. Tu mets quoi? L'amiral. Ah, l'amiral. D'accord. Moi j'ai mis Jabbar là. Jabbar. Okay. Juste oui, question toute simple. Tu l'aurais pas mis un spot juste au-dessus Qui ça? Amiral? Okay. Si, il est juste au-dessus. Ah, parce que moi j'ai mis Karim, donc comme ça on peut crosser. On peut crosser, ouais. Tout à fait. Ouf. En place 6 et 5, donc Alex a mis Karim Abdul-Jabbar en 6. Ce qui a fait la différence pour moi entre l'amiral et Jabbar, parce qu'en termes de niveau pur, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi pour dire que quand même Karim Abdul-Jabbar a fait une plus grande carrière de pivot que l'amiral. Oui. Même si la carrière de l'amiral, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, 38 000 points, machin et tout. Sauf qu'il y a que 6 saisons chez les Bucks, qui donc l'ont choisi en 69. Bon, ils ont eu beaucoup de chance, ils ont eu le coin flip. Alex, pour eux. tu devais pas l'avoir. Tu devais pas avoir Karim Abdul-Jabbar, toi. Franchement, on a eu Neil Walk, on est content cette année-là. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Mais donc le mec, il arrive, Milwaukee à l'époque, c'est une franchise qui vient de débarquer en NBA, qui est dans sa 2e saison NBA. Donc Milwaukee dans sa 3e saison NBA avec, il s'appelait encore Lou Alcindor à l'époque, qui sera sophomore, boum, champion. Bonjour. Déjà t'es champion quoi. Et en plus c'est pour ça que moi je le mets juste un peu au-dessus de David Robinson, c'est que bon t'es champion, donc pourtant t'es resté moins longtemps qu'un admiral notamment dont on va pouvoir parler en détail. Mais en fait le mec il reste 6 ans. Il est 3 fois MVP en fait de saison régulière. Genre sur ses 6 premières saisons NBA, il est 3 fois MVP. Les années 70, elles sont à lui de toute façon, c'est ses années, c'est chez lui. Et genre les Bucks, pareil, on les adore, leur palmarès, on est là genre. Mais en fait, s'il n'y a pas Karim, il y a genre Walou quoi. Enfin, il y a Walou, en termes de trophées, il y a Walou. L'autre, il a 3 MVP plus un titre. Il tourne sur ses 6 saisons. Et en plus, il perd une finale. Ouais. Sur ses 6 saisons, ils en perdent une. Ils ont gagné une, ils ont perdu. Ah oui, les stages, j'ai eu. Sur ces 6 saisons, il est en 30 points, 15 rebonds. Ouais, 30-15, 4 passes et 3 contres. Voilà. Non, il n'y a pas des contres encore, on les compte pas, je crois. Si, je crois que les en fin de. Non, je crois pas. Pas à Milwaukee, je crois pas. Bref, on s'en fout. Non, je crois pas. Ok. Mais le fait qu'il ne reste que 6 saisons et qu'il file ensuite aux Lakers, où il gagnera 5 autres titres. 5 autres titres. 5 autres titres, il a 6 titres, carrément, on est d'accord. Ouais, voilà. Fait que du coup, je l'ai pas rentré dans mon top 5. J'ai préféré lui mettre devant moi l'amiral, perso. Parce que, l'amiral, il y a que 2 titres, entre guillemets. Mais par contre, je trouve que déjà, le niveau du joueur pur est complètement hallucinant. On a déjà parlé plein de fois de l'amiral. Dans le genre oublié aussi, il est pas mal, lui. On parlait de tout à l'heure. Dans le genre oublié. Bon, il est 6ème, tu vois. Dans le genre oublié, bonjour. Bien sûr. Donc, athlétiquement incroyable, score incroyable. L'amiral, le truc, c'est que donc, non seulement il est numéro 1 de draft, et en plus, il est resté toute sa carrière aux Spurs. Il leur a tout donné. Il a accueilli Tim Duncan à bras ouverts. Il a su, à la Spurs, rétrograder dans son changement rôle, de culture. C'est le vrai changement de culture des Spurs. C'est David Robinson. Il commence avec David Robinson. Bien sûr. Il commence en 89 parce qu'il est de la draft de 87, mais il vient pas tout de suite. La Navy, Il commence en 89 quand David Robinson débarque. Plus 35 wins. Plus 35 wins. Bonjour. Non mais c'est le changement, il est du jour au lendemain et il va durer toute la décennie en fait. Il a été MVP, il a été meilleur scoreur, défenseur il a été meilleur défenseur, il a été meilleur rebondeur et il a été meilleur contreur. Bonjour. Non mais c'est un monstre. C'est un monstre de ouf.
Et puis la mentalité, Ouais. ce qu'il a apporté. Je te dis comment il accueille les Tony Parker, les Manu Ginobili, Ah non, mais les Tim Duncan, ce qui fait tout que, le monde. bien sûr, Quoi. ce qui fait que Duncan à ce niveau-là aussi, c'est que tout de suite il fait genre bon bah je vais faire du sacrifice, je vais faire du Bill Russell en fin de carrière en fait. Le seul truc qui m'a taquiné à chaque fois avec David Robinson, c'est le fait que notamment sa carrière en fait elle dure finalement son prime Elle dure finalement pas 13-14 ans. Oui, tout à Son fait, mais il y a prime dure 8-10 ans, quoi. Ouais, max. Enfin, hein, je veux dire, parce c'est que- meilleur, enfin, c'est bonnes Ouais, années. ouais. Et c'est ça un peu qui est relou, c'est que notamment à partir de 97, donc entre 89, 90 et 97, il y a vraiment ce range-là, quoi, de 7-8 ans. Là, il est ouf. Et après, il y a une transition qui fait qu'il sera pas aussi monstre que les espèces de 4 mecs qui sont devant, et je pouvais malheureusement pas le mettre. Toi, t'en as 5 devant, toi. Il y en a 5 devant. Il y a Karim qui est devant parce que, gros, à toi, enfin, j'adore Oscar, hein, mais t'as la bague en tant que trompa, quoi. Karim, le mec, Karim, moi. j'arrive, j'ouvre une bijouterie. Karim, si je Genre, dis j'arrive, qu'on soit vous clair, prenez, il n'y a pas de problème, je vous donne un titre sous 2 ans. qu'on soit clair. S'il C'est reste chaud. au Bucks toute sa carrière, je le fous en numéro 1 direct. Ah oui, bah oui, voilà. Oui, Voilà. oui. Non, non, bien sûr. Voilà, Ah maintenant non, il attends, part. Donc si t'es les Bucks, Eh oui. d'un point de vue de la franchise, je trouve que finalement les Spurs ont peut-être eu plus avec David Robinson que les Bucks ont eu avec Jabbar. Ouais, Voilà, c'est un peu ça mon C'est raisonnement. pour ça, c'est en 6-5, Mais, 5-6, on est voilà. dedans. On Voilà. est dedans. Ouais. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le top 4. Ouais. Puisque du coup, on a fait les places 5 et J'ai 6. mis en 4 déjà, moi je sais Alors, en même plus. 4. Puisque j'ai mis en 4. Ah oui, en 4. Hakim. LeBron. LeBron. Faut bien le mettre quelque part, alors, LeBron. là, Hein. je préviens. Hein. Là, on pianote. Hein. Je préfère juste le dire. Pianote. Bah, moi, entre les places Ah, on 3 et pinaille. 4, on Ouais. pinaille, on pianote, tout ce que tu veux. Tu peux prendre tous les morceaux et te dire, genre, je vais mettre plutôt ça en avant, etc. Hakim, je l'ai pas rentré dans mon top 3. Alors, il est quand même 4ème, hein. Attention, hein, les fans des Rockets, tranquille. Il est 4ème. Carrière exceptionnelle, numéro 1 de draft. Devant Jordan. Devant Barkley, Jordan, donc la draft 84. Sam Bowie. Bon, devant Sam Bowie, ça sans problème. Devant Jordan, bon, tu peux toujours faire des what if, si les Rockets avaient pris Jordan, tout ça, on s'en fout, c'est pas le cas. Ils sont très contents, je pense, avec Hakim Olajuwon. Bien sûr. Puis en plus, il avait fait sa 84. formation à Houston. Ça va en finale NBA dès sa 3e saison, dès sa deuxième saison, pardon, en bien 86. sûr. Hein, c'est finale NBA avec Ralph Sampson, hein, bien les sûr. vraies premières Twin Towers. Hein. Ouais, avec Bill Les vrais, hein. Fitch, je crois, en coach, un truc comme ça. ouais. Et puis Hakim, bon bah voilà, c'est 17 saisons chez les Rockets. Il aura fait la dernière aux Raptors, mais on va pas lui en vouloir. Voilà, 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP de régulière. Il a été meilleur défenseur. Il a pas été meilleur scoreur, je crois pas. Hakim, il a dû être meilleur rebondeur. Non, oui, il a quand même fait. Enfin, c'est le contreur le plus prolifique de tous les temps. C'est arguably là-bas, comme ils disent, hein, le pivot le plus complet de l'histoire. Oui, voilà. Hein, C'est le contreur le plus prolifique. C'est un jeu offensif absolument incroyable. Inutile de vous raconter toute la carrière d'Hakim Olajuwon, mais juste en tant que pur choix de draft, quand Houston décide de partir là-dessus, alors qu'il y a pas mal de gens qui discutent, notamment de Jordan et de qu'est-ce que tu dois faire, etc. Parce que quand même, alors Carolina, le gamin, il a l'air d'être assez bon. En fait, Houston ne va jamais, mais je pense que Houston ne va jamais regretter quoi que ce soit. Par rapport à ce choix de draft, parce que les mecs ils vont ensuite remporter 2 titres quand même. Je veux dire, t'as 2 bagues. Houston n'avait pas non plus une salle de trophées absolument incroyable. Ah non. Donc Hakim ramène 2 bagues en étant le patron, mais sans discussion, avec autour de lui des mecs qui vont l'aider, tous les Mario Elie, Sam Cassell, Robert Torrey et compagnie. Et c'est l'image de sa franchise. C'est ce qui fait que t'es dans le top 4, quoi. Tous ces mecs-là, c'est l'image de leur franchise. 4ème. Toi, pourquoi t'as mis LeBron? Pourquoi tu rentres pas LeBron dans le podium? Parce que monsieur C'est ça, n'a la pas question. fait... Tout à fait. La seule façon qui fait que je mets LeBron un tout petit peu derrière, donc je pinaille, c'est parce qu'il fait une bonne partie de son prime aussi. Bon, ça ne dure que 4 saisons, hein, mais il l'a fait pas non plus à Cleveland. Dire, Bien sûr. Hakim, tu peux dire que, ok, il a fait une dernière saison à Toronto, mais sa non. sa carrière, elle est à Houston. C'est un mec, il y va encore maintenant. Même, je considère que là, quand tu vas voir les matchs des Rockets, tu vois Hakim au premier rang. C'est une figure Tu crois que dans dominante. 15 ans, LeBron, il pourrait pas être au premier rang Ah, moi, des je pense Cavs, pas, toi? non. Ah, je suis pas sûr. Bon, voilà. Ah, je pense qu'il sera exactement comme maintenant. Allez, Morito, Rich Paul, Los Angeles, on est bien. Oh, Non, mais peut-être je pas dis toute pas- l'année, hein. Peut-être pas toute l'année, Hakim, on le évidemment. voit pas non plus à tous les matchs des Rockets, hein. Quasi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Et je dis pas que LeBron va pas être rattaché aux Cavs, son impact il est énorme et on va en parler là, sur le fait de l'impact qu'il a eu sur l'Ohio évidemment. Mais voilà, parce que lui c'est sur un état en fait qu'il a. Bien sûr. Bon, après sur un sport quoi. Tout à fait. Après il y en a un qui a ramené un titre, l'autre qui en a ramené 2. Enfin je veux dire c'est pour ça on pinaille, tu vois. Non, je suis d'accord. Donc toi il y a la période Miami qui me fait chier. C'est Hakim ton 3 ? Hakim c'est mon 3 ouais, et LeBron c'est mon 4. C'est Decision qui me reste en tête. Moi, OK, il revient, il fait 2016 j'ai et tout inversé, le comeback moi, mais par rapport à toi. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai Hakim en 4 et là je vais vous le mettre sur ma tablette. J'ai Bron en 3. The Decision, j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Il y a un moment où, OK, ils ont réussi à avoir 2016. Donc c'est un incroyable comeback avec la bague et tout ce qui va. Mais bien sûr, Alex. Mais je dis simplement que tu as fait. Il y aurait quoi dans le basket en Ohio sans LeBron James ? Je pose juste la question en fait. Bien sûr. Juste, ça serait quoi les Cavs en fait sans LeBron James en fait ? Bah après, ne dis pas non plus qu'ils ont rien fait pendant toute l'histoire de leur humanité. Non, quoi. je dis pas rien, mais. Parce que souvent, il y a des gens qui disent ça en plus. Tu sais, ceux qui découvrent les Cavs en ce moment, ils disent genre, mais non, jamais eu de basket à Cleveland dans les années 80 et 90. Oh. Non, mais tu vois, les Rockets avant Hakim, ils ont déjà eu des énormes joueurs, des mecs MVP, tu vois, des gars comme ça, quoi. Genre Moses Malone. Salle de trophée quasi vide. Ouais, salle de trophée quasi vide. Bon, enfin, celle des Cavs. Oui, tout à fait. Donc il y en a un qui ramène 2 titres et l'autre. Enfin, voilà, c'est juste là-dessus, hein. Et mais vraiment là-dessus, je suis d'accord. Moi, j'ai LeBron en 3. C'est l'impact de LeBron sur. Et bien évidemment, LeBron, je suis d'accord avec toi. L'autre, s'il nous fait pas, c'est un peu comme Karim, hein. L'autre, s'il nous fait pas The Decision en 2010, il est numéro 1 de ce top 10, mais tous les jours. Est-ce qu'il y a 2016 tout le temps. On sait pas. Oui. Mais dans l'absolu, tu vois, parce que en fait, faut bien comprendre qu'on a un mec, genre il fait le lycée là-bas dans l'Ohio. Il y a tout l'État déjà qui est sur lui. Il se fait drafter comme de par hasard, hein. Par les Cavs qui ont le premier pic de draft cette année-là. Comme pour Hakim. Non mais tu vois, genre ça tombe bien ces petites affaires-là quand même. Hakim a joué en 84. Ah tiens, il s'appelle Houston Cougars. Dis donc. C'est chelou. Boum. Hein. LeBron James en 2003. Oh bah dis donc les Cavs. Ça tombe bien, dis donc. Oh ça tombe bien. Trop large le costard par contre LeBron. Attention. Hein. Bref. Par contre le costard de superstar il est pas trop large pour LeBron. Non. Il est bien. Il est juste à sa taille. Je veux dire, le mec il a eu des équipes de merde aux Cavs pendant des années. Il les a tenus à bout de bras. Il les a toujours emmenés hyper loin. Je veux dire, est-ce qu'un mec a déjà autant porté une franchise dans l'histoire NBA en fait tout seul un peu quoi, tu vois, genre je demande, je pose juste la question avec des mecs genre en 2007 c'est quoi son équipe quoi, bien sûr. C'est quoi, c'est Ilgauskas, Bobby Gibson et Eric Snow. Voilà, non mais tu vois genre okay, ils se font défoncer en finale hein, mais ils sont quand même en finale. Enfin, il y a tellement de trucs en fait dans l'histoire des Cavs, il y a tellement de choses qui sont liées à LeBron. Et même The Decision, en fait, quelque part, que, ouais, c'est quand même un immense choix de draft. Alors, je peux pas le mettre au premier, je peux pas le mettre plus haut que 3e. T'as vu, c'est ça qui est ouf, c'est que, non mais, on est tous les deux d'accord sur le truc parce de qu'il ouf va qu'a fait LeBron. gagner 2 bagues. Ça fait chier. Si t'es fan des Cavs ou si t'es dirigeant des Cavs, t'as forcément un petit peu les boules de cette période. T'aurais aimé l'avoir chez toi, ce LeBron-là. On est d'accord. La lettre de Dan Gilbert, elle est inoubliable. On est d'accord. Les maillots qui brûlent et tout. L'émission de télé, on a tous oublié qu'il avait filé tout le pognon à une association de charité, machin et tout. Tout à fait, Bordeaux parce Noir. que c'est tellement. Donc ça, c'est normal. Après. Il n'y aurait pas son retour en 2014 avec le titre de 2016, je le mettais plus bas même encore moi. Ah oui, clairement, on est d'accord. bien sûr. Ça se trouve, ils sont top 10 presque, tu vois, genre, c'est un truc de ouf. Là, évidemment, il y a ce coming home. Il y a la rédemption. Il y a genre je take over, et puis il y a le titre de 2016 qui est complètement fou avec ses finales complètement dingues, le dernier match en triple-double, The Block, enfin on va pas vous la refaire, hein. Voilà. Donc ça, c'est complètement fou. Donc voilà, podium, je trouve bien là en 3. Là. Je trouve bien. Ouais, je me demande, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il va rester proche, et il le sait, il le fait lui-même et il le dit, il va toujours garder l'Ohio et Akron. Dans son cœur, il est né là-bas et tout. Et bien sûr, il a l'école, il a son école, il y a des assos dans tous les sens. Mais je me demande s'il va rester proche de la franchise. Mais moi, je pense que faut pas le dire comme ça exactement. Moi, je pense que le principal problème, il est pas entre LeBron et les Cavs, hein. Il est entre LeBron et Dan Gilbert. Tout à fait. Ils peuvent pas se piffrer. Bien sûr, mais l'autre il va pas partir. Il va pas partir après. Non, il va partir après. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si demain, imagine, je dis n'importe quoi. Demain, imagine. La franchise est en vente. La franchise est en vente. Déjà, LeBron peut monter un pool de mecs pour l'acheter direct. Bien sûr. Voire un autre mec va l'acheter. Et là, tout de suite, vous allez voir, LeBron va tout de suite être peut-être plus proche des Cavs. Et il approchera. Mais clairement, ils peuvent pas se piffrer. Et en tant que président des OP Basket, peut-être qu'il va faire remporter un titre aux Cavs en tant que GM ou je sais pas quoi. Et même au-delà de l'histoire de The Decision, là, on comprend tous Dan Gilbert qu'il est les boules. Mais il y a aussi politiquement, ils peuvent
pas se blairer. Dan Gilbert, c'est un républicain affiché, c'est un pro-Trump, ça, LeBron, il peut pas, tu vois. Ça va, je veux dire, ça va plus loin que juste le sport et la franchise. Mais c'est ça que je vais voir, c'est qu'il y a ce côté... Je mets mon numéro 2, moi. Il y a le côté la suite entre LeBron et les Cavs. Bien sûr. Bah ça restera quand même. Parce que là, les copains qu'on va montrer là. Ah bah là, il y a de l'exemplarité. Alors eux, le choix, il a été numéro 1. Et alors par contre, le regret, zéro regret. Mais même pas une once. Non, même pas une once. Même avec les merdes qui peuvent avoir. Non, mais même récemment. les merdes futures après, tu t'en fous, c'est pas grave, tu regrettes pas une seconde. Alors attends, on peut mettre 1 et 2. Bon, de toute façon, le 2 indique le 1. Enfin, je pense, je sais pas, t'as quoi en 2 toi? Moi j'ai Magic en 2. Moi j'ai Duncan en 2. Je savais de toute façon ce que t'allais mettre en 1 de toute façon. Quand on a fait ce top 10, je suis ok d'accord, je connais déjà le numéro 1 de Bastien. J'ai surpris que tu nous mettes pas Robinson sur le podium aussi avec là pour faire un peu le homer un peu là. Non. Comme quoi tu vois j'arrive à rester Moi je pensais que t'avais le 1 et le 2 là, moi je pensais que... Non, j'ai failli mettre Sean Elliott. C'est un numéro 1 de table? Non, je sais pas. Ouais, bah alors après, t'as mis Magic en 2, c'est ça? Alors, oui. On va en parler en détail. Tu veux pas de tablette là? Si, pardon, elle est là, je vais la montrer. Qu'est-ce qui fait que tu mets Magic devant Duncan et moi je vais te dire pourquoi je mets Duncan devant Magic? Je dois reconnaître que ça fait partie de cette top 10 où j'ai longuement hésité avant de foutre mon numéro 1. Peut-être parfois on dit oui, c'est le genre de top 10, j'ai mis mon numéro 1 direct. D'ailleurs, Magic, j'ai déjà dû le mettre dans certains top 10 en numéro 1 direct, tu vois. Genre les meneurs, tu vois, Magic. Là, j'ai hésité, j'ai vraiment pesé le pour et le contre et tout, et à un moment donné, j'ai dit non, mais en même temps, Magic, en fait, c'est juste impossible de pas le mettre numéro 1. Genre, mais c'est impossible en fait. Genre, pour moi, c'est impossible parce que le mec, déjà, il y a sa carrière de joueur qui est absolument monumentale, même si elle est un peu écourtée. Malheureusement, le pauvre, pour les raisons qu'on connaît, ça se trouve, il aurait joué plus longtemps, Magic, tu vois, un petit peu. Il était déjà abîmé, il était déjà fatigué en 91. Bon, passons. En attendant, il y a 12 ou 13 saisons, il va 9 fois en finale, il gagne 5 titres. Le putain de Showtime, quoi. C'est-à-dire, tu draftes un mec en numéro 1, t'as déjà une équipe qui est assez bonne, elle est bonne déjà, elle va déjà en play-off. Il y a Jabbar, il y a comment il s'appelle Terrell Wilkes. C'est lui qui joue meneur quand Magic joue arrière au début? Non, c'est l'autre là, je me rappelle plus de son nom. Bref, il y a déjà des mecs très sérieux. Attends, bouge pas, j'étais en train de chercher. Voilà, il y a déjà des mecs très sérieux. Ils ont 47 wins l'année où ils draftent Magic, ils sortent d'une saison en 47 wins. Donc ça, c'est pareil, il y a eu un petit trade, c'est comme pour Warzy. Donc tu sors d'une saison en 47 wins et tu draftes en premier. Bienvenue chez les Lakers. Donc ça, c'est un petit trade qui datait de 3 années auparavant avec les New Orleans Jazz. Allez voir les détails du trade, vous allez voir que récupérer Magic Johnson dans ce genre de trade, c'est morbide. C'est de l'or en barre. En attendant, ils draftent Magic Johnson. Le rookie est excellent. Ses playoffs sont complètement dingues. On a suffisamment parlé de Magic, MVP des finales en tant que rookie, et le Game 6, machin, nanana. C'est le début du Showtime. Je veux dire, ce mec, il est arrivé dans, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être la franchise, la plus grande franchise de l'histoire, avec les Celtics, avec, je sais pas, on verra. Ouais, calmez-vous, j'en sais rien, en fait, on s'en fout, mais genre une franchise mythique. Il arrive là-dedans, et en fait, genre, quand tu penses Lakers aujourd'hui, putain, c'est qui le premier mec à qui tu penses? Me dites pas Kobe, s'il vous plaît. Tu penses à Magic Johnson. Oh putain, le Showtime, quoi. Et Kobe, il vient après, avec peut-être Jabbar, ou avec peut-être Shaq, peut-être pour certains, ou peut-être que ceux qui ont vécu le sweep it, là, tu vois. Je dis pas, attention, je dis juste, genre, ce mec, il est arrivé dans une équipe déjà forte, et en fait, il en a fait un truc supplémentaire. Il en a fait une équipe qu'on décrit par un surnom qui s'appelle le Showtime. C'est le truc qu'on kiffe tous le plus au basket, quoi, tu vois. Ensuite, c'est une putain d'icône incroyable. C'est une icône du basket. C'est-à-dire, t'as drafté en numéro 1 un mec qui a fait évoluer ta franchise alors qu'elle était déjà mythique et qu'elle avait déjà pas mal de titres. En plus, c'est une icône qui aujourd'hui, bon, alors évidemment, aujourd'hui, voilà. Mais le fait d'avoir drafté Magic Johnson en 1 est quelque chose de voilà, mais ça a changé les Lakers. Ça les a changés pour l'éternité. Pour l'éternité. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose des Spurs avec Duncan. Alors, j'y viens. On peut. Monsieur Tim Duncan. On peut.
Bah, bien sûr. Draft Duncan, ils ont pas de titre quand ils draftent Duncan. Non, bien déjà, sûr. donc, Mais voilà. voilà, moi c'est pour ça notamment que j'ai mis Duncan, c'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait du David Robinson qui était là, mais le turnaround quand Duncan il est là, c'est combien? C'est 37 victoires de différence? C'est 36. Exactement, je l'ai sous victoires les de yeux. différence d'une saison à 35 l'autre. pour David Robinson et 36 pour Duncan. Et ça en va, fait, les choix de draft. Tout à fait. Et, Ça passe bien. et ça va très très bien. Et en fait, que sont les enfin je veux dire, si Magic n'est pas là, évidemment c'est une grosse Les Lakers part de restent l'histoire, une grande mais franchise. les Lakers sont une grande franchise. Tout à fait. Les Spurs, j'adore David Robinson, j'adore George Gervin, j'adore Tony, Manu, etc. Pop, mais c'est Tim Duncan. Les Spurs, c'est quand on fait le classement des sa équipes les plus dynastie, elle est à lui, titrées, quoi. on met les Celtics, les Lakers, les Bulls, et après il y a les Spurs, et on va voir ce qui se passe avec les Warriors. Mais il est là, et Duncan c'est le mec qui va rentrer dans ce classement. Il fait rentrer une franchise de Pecno, parce que moi je la connais bien. On est au fin fond du Texas. Il y a tout le monde qui s'en tape de cette franchise. Et il arrive et il va faire tout ce qui est de l'ordre du record d'exemplarité, de longévité. Toutes les saisons, t'as les playoffs, t'as les qualifications. Soit tu fais les finales, soit tu gagnes tous les 2 ans. On est là à se marrer. Ah bah les Spurs ils gagnent que dans les années impaires. Parce que le mec il est incapable de gagner en fait à d'autres années. Tu as des trophées de MVP, de saison régulière, de finale MVP. La transmission à certains autres joueurs, on a vu la formation d'autres petits, c'est lui qui attend notamment. Quand il y a Marcus Aldridge qui arrive, il fait viens, on va aller discuter un petit peu. On le voit encore à l'entraînement, apprendre des petits à faire viens Jakob Poeltl, je vais te montrer comment ça se passe. Il est étiqueté Spurs. Ce qui me fait chier avec Magic, c'est qu'il a aussi, évidemment en tant que joueur, en tant que numéro 1 de draft, c'est incroyable. Ils ont tous les deux le même nombre de bagues, 5, c'est ça? Ils ont 5 bagues chacun. 5 bagues chacun. Et Duncan a 4 MVP des finales. 3 MVP. Duncan il doit en avoir 3, puisqu'il y en a un à Kawhi et un Tony. 3 MVP des finales, Magic en a 1. 2 MVP des finales? Non, 2. 2 MVP des finales. Il y en a au moins 2 sur 5 bagues. Ouais, puisqu'il y a Worthy. Il y en a un pour Jabbar, Karim. un pour Worthy. Il y en a peut-être 3. Il y en a peut-être 3, ouais, bien 3 Magic. Ouais, peut-être 3. Donc ils sont à peu près à 9 égal finales. là-dessus. 9 finales. Ah ouais, il a pas, je crois que son pire bilan à Magic avec les Lakers, c'est 54 wins. Ah ouais, bah Duncan doit pas être très Non, mais tu vois, en fait, c'est. Voilà, c'est. J'arrive pas à mettre Duncan à autre chose parce que c'est vraiment genre il y a un côté très avant et après, et si les Spurs aujourd'hui sont une franchise qui est connue dans le monde entier et qui a accumulé les titres au fil des années, il y a du Tony, mais Tony quand tu vas lui demander il fait bah les Spurs c'est Duncan, bien sûr, tout le monde. Les Spurs c'est Duncan. N'importe qui va te dire ça. La dynastie Spurs repose, et je vais pas peur des mots, entièrement sur Tim Duncan. Ça. Je veux dire, J'adore Popovic, Magic, mais tout génie qu'il est, Popovic, si si tu lui files pas, tout génie qu'il est, Popovic, si tu lui files pas Tim Duncan, je pense pas qu'il en fait une dynastie des Spurs à un moment donné. Pas, ouais. Oh, c'est plus compliqué, on va dire. Et puis c'est pour ça aussi que d'avoir le meilleur marqueur de tous les temps dans son équipe m'a fait un tout petit peu régler Magic. Il y a une icône, quoi. Ça va Duncan aussi. Non, ça n'a rien à voir en termes d'icône. Là, par contre, je suis pas d'accord. Bah non, mais c'est juste que toi, tu demandes le même level d'icône. Évidemment, tu demandes une icône médiatique. Bah, non, mais pas que médiatique. Genre pour la NBA, on le dit tout le temps, tous les deux, la rivalité, Bird Magic, tout ça. Tu vois, genre, bien sûr. C'est la NBA sans Magic, la NBA sans Duncan. J'arrive un peu à imaginer le délire. La NBA sans Magic. Et après, non, c'est sûr. Là, je sais pas trop ce que c'est en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'arrive pas à m'enlever les. Après, je peux comprendre. Le poste de coach qu'il a tenu un peu, le poste de GM, le poste de vice. Quel poste de GM? Comment ça? Il est GM, Duncan? Non, Magic. Ce qu'il a fait après avec la franchise. Le problème de Magic. Et alors là, putain, je peux pas le mettre en 1. Pas avec ce qui s'est passé là. Ah non, bah ça c'est clair, ça influe vachement. Mais en tant que management des Lakers, avoir drafté Magic en 1, ouais, je pense que c'est le meilleur premier choix de draft pour moi. Ouais, c'est Magic Johnson. Je resterai sur monsieur Tim Duncan qui nous a donc révolutionné les Spurs. Mais c'est comme ça, ce sont les top 10 all time, on met chacun ses choix. On monte le gros tableau de Léonce. Allez, le petit tableau de Léonce avec donc Alex qui nous a mis Irvin Magic Johnson en meilleur premier choix de draft de tous les temps, et Bibi il a mis Tim Duncan. Dites-nous qui vous mettez en tête de votre top 10 et puis même sur le podium par rapport aux arguments qu'on a avancés, longévité, bague, impact, icône, etc. Et puis surtout on va vérifier pour les gamins de demain parce que il y en a plein là qui se font drafter en 1 et qu'on attend dans ces échelons là quoi. Qu'est-ce qu'on attend là dans le futur? Ben moi la question que j'allais te poser c'est est-ce qu'on peut entrer dans ces considérations la future si on a de plus en plus de mouvements? Parce qu'on a beaucoup de joueurs on a beaucoup de joueurs qui ont fait du coup une quasi-totalité de leur carrière dans la même équipe. Et là il y en a plein qui au bout de 6-7 ans font genre bah vas-y nique. Faudra voir ce que les mecs auront fait, mais ouais je suis d'accord. Ben Simmons est à surveiller. Sur la durée, je suis d'accord. Karl Anthony Towns est à surveiller sur la durée. C'est le mec, si t'imagines s'il emmène les Wolves un peu loin et tout.
attention. Ça va piquer cette affaire, parce que les Wolves, bon, ils ont eu Kevin Garnett, ils sont contents, mais... C'était un 5 de draft, hein, c'est ça? Ouais. Et évidemment, on verra ce qu'il va donner avec Zion Williamson et avec les Pélicans. Est-ce que ça va être une révolution ou pas? On verra. Dans tous les cas, on vous souhaite une magnifique semaine à toutes et à tous. Une très bonne draft qu'on va commenter en direct, évidemment. Bien sûr. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.